Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir j'ai un meeting important, mais demain je vais être à la confrérie en Abitibi, donc j'ai bien hâte d'être présent avec vous. Puis ce soir on s'en va régler des choses très importantes à ce meeting à 7 heures, donc j'ai vraiment hâte que ça soit terminé, qu'on puisse faire autre chose. Puis pour ce qui en est de mon vidéo d'aujourd'hui, ben j'ai écrit les sujets dans l'introduction, tous les liens vont être ajoutés à la fin du live. Donc, indirectement, ben commençons immédiatement. Moi, c'est un enjeu que, personnellement, je pense que vous m'avez entendu. Ceux qui me suivaient, me connaissaient et m'écoutaient depuis un bon moment. Souvent, j'ai dénoncé les troubles d'apprentissage, le retard des enfants et autres. J'ai montré plusieurs articles. Et là, ben encore une fois, il y a un article dans le Journal de Montréal qui sort. Puis on apprend que durant la pandémie, durant l'année 2021-2022, ben il y a 30% de hausse de décrochage scolaire. Donc je trouvais ça d'en parler parce qu'on doit toujours tirer des leçons de notre passé pour pouvoir construire et ne pas reproduire les erreurs. Sinon, ça devient à ce moment-là de la folie. Donc aujourd'hui, ben je voulais conscientiser ça pour les parents puis les humains, qu'on réalise à quel point que finalement la pandémie a eu un impact incroyable chez les enfants de tous les niveaux. Donc la pandémie fait bondir le décrochage scolaire de 30%. Journal de Montréal. Mardi le 23 août, donc il y a déjà une semaine. La hausse du décrochage scolaire depuis le début de la pandémie se confirme. Le nombre de jeunes qui ont abandonné leurs études a augmenté de près de 30% depuis 2 ans, même si la situation s'est légèrement améliorée au cours de la dernière année scolaire. Ces chiffres proviennent d'une demande d'accès à l'information effectuée auprès de 72 centres de services scolaires de la province. De ce nombre, 44 nous ont transmis des données sur le nombre de jeunes qui ont abandonné leurs études secondaires au cours des 3 dernières années. Malgré la tendance générale, les données varient considérablement d'un centre de service à l'autre. Il ne s'agit toutefois pas du taux de décrochage officiel calculé par le ministère de l'Éducation qui n'est pas encore disponible pour les 2 dernières années. Indicateur important. Ces données demeurent toutefois pertinentes puisqu'elles représentent un indicateur important de ce qui se produit dans le réseau scolaire depuis le début de la pandémie. Donc, qui nous dit ça? C'est Édith Royer, psychologue et experte en matière de décrochage scolaire. L'écart entre les élèves forts et les élèves faibles a augmenté depuis le début de la pandémie, ce qui pourrait avoir poussé des jeunes plus fragiles à décrocher, affirme-t-il. Ce portrait chiffré n'étonne pas non plus Mélanie Marcellet, directrice générale du regroupement des organismes communautaires québécois de la lutte au décrochage. Il y a des listes d'attente, des organismes ne sont pas capables de fournir à la demande, dit-elle. La pandémie est venue exacerber les difficultés des jeunes, comme la défavorisation et les problèmes de santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on a créé à travers la pandémie pour sauver des personnes âgées qui mourraient au-delà de l'espérance de vie, qui sont, écoute, de loin là, inférieurs en nombre aux enfants qui ont vécu les séquelles. Donc, moi, je le sais pas, mais moi, je trouve ça vraiment important. Quand on nous dit que les jeunes ont des problèmes de santé mentale, là, c'est pourquoi? Ben, c'est parce qu'indirectement, le public subventionne le privé, puis encore une fois, ben, à cause qu'on a un système à 2 volets, messieurs, mesdames qui ont plus de moyens sont capables de payer des meilleurs systèmes d'éducation qui sont quand même subventionnés par le public. À un moment donné, là, c'était ça le but, au Québec. On voulait pas que les gens qui ont de l'argent fassent une société à 2 vitesses. Pourquoi? Parce que toute société à 2 vitesses finit par s'effondrer et augmenter, accroître la différence entre les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce que chaque génération de riches a une meilleure éducation, donc a accès à des meilleurs emplois, un meilleur salaire, un meilleur système de soins, un meilleur système sportif, un meilleur système de tout. Puis pendant ce temps-là, les autres, ben, ils prennent du retard à chaque fois. Donc, nous, c'est exactement ce qu'on voulait pas comme société. Je sais pas si ça l'a changé, mais on dirait que oui. Mais moi, pour ma part, là,
Je trouve que c'est extrêmement important puis que ça devrait être débattu pas mal plus souvent puis que ça devrait faire partie du débat des chefs, les problèmes de santé mentale des jeunes, les problèmes de toute la scolarité. Écoute, j'ai 35 ans, ça fait 20 ans que je suis sorti des bancs d'école, puis même à mon époque, je trouvais qu'il manquait vraiment d'adaptation, qu'il manquait vraiment de possibilités, qu'il y avait des cours qu'on devrait avoir qu'on n'a pas. Il y a une réforme majeure, puis il y a un débat de société qui devrait être fait à cet enjeu-là, parce qu'on parle de tous les enfants qui est l'avenir, indirectement, de notre nation canadienne, en tant que Canadien français de la province de Québec, tel qu'il est écrit dans la législature, là. N'est-ce pas? Les organismes constatent que la détresse est encore très grande chez les jeunes, même parmi ceux qui ne décrochent pas, ajoute-t-elle. Qu'est-ce qui a créé ça? Le manque de soutien. Quand il y a des enfants en détresse, c'est parce qu'il y a des adultes qui font pas leur travail. Fait que si, là, malgré tout ça, il y a encore des gens qui n'ont pas décroché, beaucoup ont décroché, puis qui sont encore en détresse, c'est pourquoi? C'est parce que, justement, le système d'éducation, au lieu d'être axé sur le côté humain, l'épanouissement, le langage, l'émotion, la compréhension de ses besoins, comment s'alimenter, ses droits, les outils, la finance, etc., on n'apprend rien là-dessus. Puis au lieu d'épauler les enfants à se comprendre dans ce qu'ils vivent, on essaie de les forcer à faire des mathématiques puis de l'anglais. Pourtant, on sait tous que lorsqu'un adulte ne va pas bien, il a de la difficulté à fonctionner. Il est pas capable là, de se concentrer, d'assimiler. Il fait des erreurs banales parce qu'il va pas bien. Donc, imaginez un jeune enfant. Puis qu'en plus, parce que c'est un jeune enfant, on vient imposer notre agenda par-dessus, avec des règlements, puis des restrictions, puis du contrôle, quand il est déjà stressé. Il a besoin d'écoute, il a besoin d'explication, il a besoin de démonstration. C'est ça qu'il a besoin pour l'amener à comprendre, pour cesser d'avoir peur. C'est ça qu'on est supposé faire dans ce système scolaire-là, surtout après une pandémie. Surtout après une pandémie. OK? Puis là, il y a des gens qui disent, Jonathan, hey, moi, là, je parle à monsieur, madame, tout le monde, OK? Ce que nous autres, on a envie de débattre, là, quand que je parle à monsieur, madame, tout le monde, viens, on en parlera en privé, on échangera, il n'y a pas de trouble. Mais quand on parle à monsieur, madame, tout le monde, il faut garder une ligne, hein? Comme je disais à l'autre jour, là, si tu débarques puis tu commences à leur parler des complots de la Georgia Guidestone, puis de ci, puis de ça, le monde t'écouteront pas, là. Tu oublies ça, là. Les besoins sont si grands que plusieurs organismes ont continué à offrir des services cet été pour ne pas laisser tomber des jeunes dans des situations critiques. Avec la pénurie de main-d'œuvre, il sera par ailleurs extrêmement difficile de raccrocher ces jeunes qui ont tourné le dos à l'école. Il manque encore environ 580 profs là, dans le réseau, à l'heure où on se parle, juste avant la rentrée scolaire. Il y a de plus en plus de bonnes raisons d'aller travailler. Le marché de l'emploi est ultra attrayant, puis il manque de l'emploi partout. Il demande de l'emploi partout. Mélanie Marcellet est préoccupée en particulier par le décrochage chez les filles qui ont moins tendance par la suite à se tourner vers la formation professionnelle plus attrayante auprès des garçons. Les contre-coups de la pandémie se feront encore sentir pendant plusieurs années, ajoute-t-elle. Donc là, on vient de faire réaliser que pour préserver des gens en fin de vie avec plusieurs maladies et des comorbidités, ben on a affecté l'intégrité, puis l'épanouissement, puis le développement des enfants pour plusieurs années. Donc ça, c'est beaucoup plus pire qu'une petite grippe, qu'une morvée du nez, ou d'être fatigué un peu parce que tu as un gros rhume, là. Là, on parle de plusieurs années de retard en langage, en communication, en enseignement, en apprentissage, en expérience de vie. Donc, c'est un énorme sacrifice qu'on a fait faire à ces jeunes-là. Donc, techniquement, en ce moment, là, on devrait en parler de ça dans la campagne électorale. Je comprends pas comment ça qu'on n'en entend pas parler d'aucun chef. Parce que s'ils se soucient du Québec,
Ben le Québec, là, l'avenir du Québec, c'est ces enfants-là. Nous autres, on est déjà le passé du Québec. J'ai déjà 35 ans. Là. Il y a des kids qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est eux autres, là, l'avenir du Québec. Fait que quand que les premiers ministres et les chefs de parti, là, ils nous disent l'avenir du Québec. Ouais, ben commence par t'occuper des enfants d'abord. Parce que sinon, tes babines, ils suivent pas tes bottines, t'es pas cohérent, là. Fait que quand tu fais autant de dommages aux enfants dans la société, ben arrange-toi donc d'essayer d'en parler, puis de récupérer, puis de restaurer un maximum du mal qui a été fait envers ces enfants-là. Fait que j'invite les médias, puis les chefs de parti, puis les candidats à en parler. Puis je vous invite à taper ce vidéo, ce court extrait que je viens de dire, puis de leur envoyer à ces chefferies, ces candidats, par courriel, sur leur Instagram, sur leur Twitter, ou sur leur belle campagne électorale. Challengeons ces gens-là, nous tous ensemble. Parce que tout le monde ici présent, comme Stéphanie Perrault m'a dit, qui d'ailleurs, je viens d'allumer qu'il faut que j'appelle, on a besoin de tout le monde. Fait que moi et Stéphanie, on va faire une espèce de note ensemble là, qui va être des questions à aller poser, un genre de guideline pour aider les gens qui seraient un peu stressés ou qui ne sauraient pas trop un peu quoi dire. Puis on va vous inviter à aller sur les lieux des différentes campagnes électorales des différents partis et de nous représenter et de nous aider avec vous, à travers vous, comme à travers nous, de se représenter collectivement dans leur campagne aux différentes candidats et chefferies et partis. Fait que ce document-là, on va le faire, il va être téléchargeable par Dropbox, par Google Drive, puis par Adobe Reader, puis on va s'arranger qu'il soit circulé un maximum par courriel, par conversation privée, puis on vous demandera à ce moment-là de le partager. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va les avoir. En allant leur demander comment ça là, que personne n'en parle de ces enfants-là. OK? Ça, c'est sans parler des lois environnementales puis du tout qu'est-ce qu'on va vous mettre. Puis nous comptons tous sur vous. OK? Pensez-y à ça. C'est nous tous ensemble. Donc oui, on voit que les chiffres commencent à redescendre, mais les jeunes qui viennent de rentrer au secondaire ont aussi subi énormément de défis. Il faudra suivre la situation sur une période de 10 ans. Donc, on va en avoir pour au moins 10 ans d'analyse de répercussions dans le milieu scolaire. Pour une année ou deux de pandémie. Pour protéger des gens qui ont 16 000 morts, dont 6 700 d'un CHSLD en partant, sur 2 ans et demi, 3 ans de pandémie. On va avoir atteint intellectuellement, mentalement et dans leur développement des dizaines de milliers d'enfants au Québec. Fait que moi, là, je trouve qu'il y a des gens qui devraient être responsables et de dire ce qui en retourne et de donner des solutions et d'expliquer quel genre de moyens vont être mis pour aider ces enfants-là à récupérer le plus vite possible. Fait que c'est pas mal ça l'article. Ces chiffres proviennent de 44 centres de services scolaires et concernent les jeunes qui ont quitté l'école pour les motifs suivants. Abandon, accès au marché du travail, raisons inconnues ou raisons personnelles. Les déménagements et expulsions sont notamment exclus de ces données. Il ne s'agit toutefois pas du taux de décrochage officiel établi par le ministère, dont les dernières données disponibles remontent à 2019-2020. Étrangement, ils sont pas pressés de produire le document. Là, une autre affaire on le sait tout, mais je suis plus capable, mais regardez ça encore. Puis là, je m'excuse, je vais juste le mettre en lien parce que si je lis plus loin que le titre, c'est sûr, Jonathan, l'être humain, il va s'enrager. OK? Vous le savez, moi, quand on parle des enfants, là, j'en mâche bien un coup. Fait que, qu'est-ce qu'on voit ici? Du Journal de Montréal. Des prédateurs dans nos écoles. Des employés scolaires accusés de crimes sexuels. Pas moins de 56 travailleurs d'école du Québec ont été inculpés ou condamnés ces 6 dernières années. C'est incroyable. Puis là, il faut réaliser que la majorité des crimes sexuels, des attouchements, des abus, puis tout ça, c'est pas signalé, là.
C'est pas toutes les femmes là, qui vont aller porter plainte pour abus sexuels parce que l'autre il t'effleure un sein ou il te donne une tape sur les fesses ou qui est toujours en train de faire des commentaires désobligeants ou autre. Fait qu'imaginez en réalité. Puis ça, c'est sans compter dans les milieux plus hauts où que certains adolescents peut-être eux-mêmes consentent à échanger des services sexuels contre des notes ou des avantages en classe. L'homme est homme, les femmes sont femmes, hein, puis les opportunistes sont des opportunistes. On changera pas le monde, là. Mais moi, ça me répugne. OK? C'est pas normal. Puis ça a été publié samedi, le 27 août 2022, ici, là. Attouchement, agression, diffusion de photos intimes ou porno juvénile. Plus d'une cinquantaine d'employés dans des écoles du Québec ont été inculpés ou condamnés pour des crimes sexuels depuis 2017. Puis ça compte pas ceux que, justement, ils ont été acquittés ou autres, comme le professeur qui prenait des photos en dessous des jupes des élèves, qui a été acquitté récemment dans la dernière année. No comment, pour vrai. Comment ça se fait qu'on peut accéder à des milieux où il y a des enfants et des gens vulnérables sans passer une espèce de pédigré approfondi, là, un petit questionnaire ou quelque chose, là? Je sais pas, là, mais je trouve ça étrange, moi, qu'il y ait autant de gens qui aient des comportements de ce genre-là, qui réussissent toujours à se ramasser dans des endroits où que techniquement, ils devraient pas, là. Hey, quand t'as un dossier criminel ou whatever, t'es plus capable de travailler nulle part. Quand t'as pas de crédit, t'es plus capable de travailler nulle part. Mais quand que t'aimes les petits-enfants, ça a l'air que là, y a pas de problème. Tu peux travailler jusque d'un PDG de compagnie, puis jusqu'à être chef de l'équipe olympique des États-Unis, puis aller travailler dans les écoles, puis dans les scouts, puis dans les camps de jour, puis... Ouais, d'après moi, il y en a qui manquent leurs entrevues, où il y a des questions qui devraient être ajoutées dans les éventuelles candidatures à des postes concernant une position d'autorité avec de jeunes enfants. Il me semble là, que si Robert Transport il fait passer des études à un gars qui conduit avec de l'alcool et de la drogue, on devrait peut-être faire passer certaines analyses psychologiques à des gens en autorité avec des enfants. Je sais pas, là. Mais il me semble que je trouve que ça serait quelque chose que la société, si on leur proposerait dans un référendum populaire ou une consultation populaire telle que la loi de la gouvernance des peuples le demande, je suis pas mal certain que l'opinion publique serait d'accord en majorité de faire un certain suivi, une certaine analyse concernant des gens en autorité proches de jeunes enfants vulnérables. C'est drôle, j'en suis persuadé. Puis là, j'ai publié un article il y a quelques jours, je voulais le rajouter à mon live, j'ai oublié, mais concernant les jupes trop courtes dans une certaine école, là. Fait que là, ça me ramène à certains articles comme on vient de voir dans nos écoles, des prédateurs, les jupes trop courtes. Puis là, qu'est-ce qu'on apprend? Des prédateurs dans nos écoles, les lieux d'agression depuis longtemps. Mais qui fait quoi, là? Qui fait quoi contre ça? Comme je le disais, quelles mesures ont été mises en place pour que ça ne se reproduise plus? Parce que si indirectement, quand un enfant il vient et il dit le professeur ou un tel a fait telle affaire, puis que là, on dit à cet enfant-là, ben non, hey, voyons donc. Puis que là, l'école fait un peu comme les syndicats olympiques du coach olympique de l'équipe de gymnastique américaine, ou qui font comme le Vatican, l'Église, puis tout ça. Là, tu commences à te dire, OK, mais là, finalement, l'enfant, il se fait abuser, mais tout le monde dit que l'enfant ment puis qu'il est pas crédible parce que c'est un jeune enfant puis qu'il comprend pas. Puis là, au bout de la ligne, on se ramasse à protéger les agresseurs dans nos systèmes parce qu'on manque d'employés, parce qu'on manque de gens compétents, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis là, on les empêcherait de travailler. Un peu comme le juge avait dit à celui qui a pris les photos en dessous des jupes de la fille puis qui avait donné une absolution inconditionnelle. Je sais pas, là, mais je suis sûr que j'aurais fait une consultation populaire pour demander, est-ce qu'un homme qui prend des photos en dessous des jupes des jeunes femmes demande, vous voulez lui accorder une absolution inconditionnelle? Est-ce que vous voulez le laisser continuer d'être professeur dans des écoles au Québec? Un homme qui prend des photos en dessous des jupes des enfants, des jeunes filles à l'école?
Je te garantis que 80% des parents, man, ils auraient dit, ce professeur-là, tu sors ça du système scolaire, toi, là. Tu rentres plus ça d'une école, toi. Tu mets plus ça à côté des enfants, puis encore moins à côté des jeunes filles. Tu le prends, puis tu l'amènes plus loin travailler avec des matantes puis des mononcles, toi, là. Hey! Mais c'est ça. Ils aiment ça nous prendre pour des valises. Fait que là, comme je disais, je suis sur le bord de devenir pas content. Je pense que ça commence à paraître. Fait que je vais changer de sujet. On va continuer, puis on va avancer dans ce planning de live. Donc là, aujourd'hui, bon, on le sait, hein, l'inflation puis tout, ben ça touche aussi surtout les jeunes enfants, les mères monoparentales, mais les gens retraités, les personnes âgées, les gens à faible revenu, les gens qui sont sous le seuil de pauvreté garantie, là, je l'ai mal dit, mais vous m'avez compris. Les gens qui sont avec le revenu garanti parce qu'ils sont sous le seuil de pauvreté puis tout ça. Fait que là, une autre affaire qu'on parle pas trop avec l'explosion du coût de la vie par rapport aux rentes des personnes âgées. On est en train des saigner, hein, je voulais pas le dire, j'essaie de trouver un autre mot, mais c'est ça que c'est. On est en train de les saigner, ces gens-là qui ont travaillé toute leur vie, qui ont bâti ce Québec-là pour nous donner un avenir à nous autres, nous tous ensemble, un meilleur avenir. Puis au bout de la ligne, ils finissent dans le même lot que nous autres. À côté, avoir notre patrimoine, nos institutions, tout être privatisé, puis l'endettement explosé, puis notre territoire, puis nos lois environnementales, puis nos droits et libertés bafoués, puis les corporations contre lesquelles qui se sont battues pour la révolution tranquille, puis le gouvernement mondial, puis la Banque mondiale, puis tout ce qui se passe indirectement, qui ont combattu dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, est en train de revenir par en arrière sur la bannière des corporations mondiales. Ils doivent capoter, ces gens-là. Fait que là, on va écouter la réalité de personnes âgées qui savent plus quoi faire, puis comment y arriver. Pourquoi? Parce que les loyers explosent, l'électricité explose, l'épicerie explose, l'essence explose, mais leurs rentes n'ont pas bougé. Puis eux, là, comme ma grand-mère m'a déjà dit, Jonathan, t'as 20 ans, t'es capable de te refaire, tu peux travailler, tu vas t'en sortir, t'es capable. Mais elle dit, moi, à mon âge, elle dit, je suis à ma retraite. Elle dit, si je perds 10 000, elle dit, c'est 10 000 que je ne reverrai plus. Parce qu'elle dit, je peux plus me refaire. Elle dit, j'ai plus la force de travailler. Fait que c'est ça la différence. Puis il faut la comprendre, cette différence-là. Nous autres, là, moi, là, j'ai pas à me plaindre, là. J'ai 35 ans. Fait que j'ai juste à faire comme je fais. Et je m'arrange. Et je vis bien. OK? Donc, mais ma grand-mère, là, qui a 83 ans, là, 84 ans, là, Carmen, comment tu veux qu'elle s'en remette, elle? Où c'est que tu veux qu'elle aille travailler? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle est à côté jusque-là. Puis les gens, là, ben la même chose, est-ce qu'on en parle dans la campagne électorale de cette réalité-là? Ben non, Jonathan. On parle toujours des mêmes enjeux depuis 50 ans au Québec. Est-ce qu'on parle de la réalité de ces travailleurs-là qui ont travaillé toute leur vie, qui sont en train de perdre leur dignité, tels qu'ils ont droit dans les droits de l'homme, puis tels qu'ils ont droit dans les droits du Québec, du Canada, puis politique internationale, puis etc. Puis que je te rappellerai au gouvernement et aux candidats comment ça se fait qu'aucun chef de parti, puis aucun candidat ne parle de la loi L7 visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Québec, qu'on s'est doté justement pour éviter ce genre de situation-là. Comment ça se fait que dans une inflation où qu'un tiers des business ferment, qu'un quart des familles perdent leur maison, personne parle de ça? Moi, j'en ai des bonnes questions à mettre sur la feuille avec Stéphanie Perrault. Puis j'ai bien hâte d'y jaser puis de faire ça avec elle. Parce que ça va aider beaucoup de monde. Malheureusement, Stéphanie, j'embarque sur la route demain matin. Fait que je vais t'appeler tantôt pour te dire qu'on va faire ça demain matin. Parce que là, j'ai un meeting important à 7 heures. Puis faut que j'aille chercher des affaires après. Puis après ça, je m'en vais là-bas. Pourquoi? Parce que Jonathan, là, monte pas là-bas en autobus. Jonathan, il amène son stock de camping. Puis Jonathan, il va faire du camping pendant 5-6 semaines en Abitibi. La majorité du temps, il va dormir sur le bord
d'un lac, d'une rivière ou dans une forêt bien peinard dans sa tente. Puis il va se ressourcer en même temps. Comme on dit, je vais remplir mon essence. Bon, j'ai assez parlé, on y va sur le reportage. Faut que je fasse vite, ça fait 5 minutes, je vous speech ça. Son de sopa, une cuillère d'eau, une cuillère de son de soupe de jus et après ça, il y a des complétos parce que c'est moins cher ces jus. Célia coupe désormais ses jus avec de l'eau, question de les maximiser. Ce mélange lui permet de faire quelques économies, petites mais essentielles, son budget étant particulièrement serré. Avec un revenu annuel de 30 000 $ et une hypothèque à payer seule, couvrir les dépenses courantes est de plus en plus difficile. Et je ne peux pas acheter les choses que j'étais habituée à acheter. Non, avoir un petit pot de viande, un petit pot de produits laitiers et les poissons, on ne les pense pas. Même la quantité de médicaments est réduite au minimum, malgré une récente opération au dos. Au lieu de les prendre 4 fois par jour, voir si la douleur, on est capable de l'endurer un petit peu plus, donc ça va être diminué. Louise Cordeau fait elle aussi d'importantes concessions ces temps-ci. Plus de 50% de ses revenus, qui totalisent 20 000 $ par année, servent à payer son loyer. Pour y arriver, dans le contexte inflationniste, elle réduit ses portions. Si j'achète 2 cuisses de poulet, je fais 4 repas avec. Je fais plus juste 2 repas. Avec les coûts du logement et de l'alimentation qui augmentent, Louise ne dépense plus du tout pour se faire plaisir. Tout ce qui est activité culturelle, c'est certain que j'ai plus les moyens, les sorties au restaurant. Selon ce planificateur, fait que qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec toutes ces personnes aînées-là qui sont encore autonomes? Ils sont plus capables de manger, ils sont plus capables de se faire plaisir. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ils vont dépérir, ils vont s'affaiblir, ils vont tomber malades, puis ils vont se ramasser dans le système de soins de santé qui est déjà à côté jusque-là. Au lieu de finir leur vie peinard chez eux puis de mourir en dormant ou Dieu sait comment. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on les affaiblit, on détruit leur joie de vivre, donc on s'arrange qu'ils tombent malades, puis après ça, ils vont devenir un fardeau, puis ils vont encore enrichir Big Pharma. Dites-moi donc que je me trompe. Dites-moi donc qu'une personne âgée qui a même plus de joie de vivre, qui est stressée de payer ses comptes, qui est obligée de manger 4 soupers avec 2 cuisses de poulet, qui est obligée de couper son jus avec de l'eau. Dites-moi donc que ça va pas tomber malade puis mourir, ça, de désespoir, de stress, d'anxiété. Puis dites-moi donc qu'un humain qui a travaillé toute sa vie, c'est de vivre dans la dignité, ça. Faites-moi donc à croire qu'ils ont une vie digne, là, ces gens-là, là. Fait que nous autres, à l'Union nationale, là, c'est ces genres de questions-là qu'on veut débattre. Puis c'est des solutions sur ces enjeux-là qu'on veut apporter. Puis comment qu'on va aller chercher de l'argent? On va aller chercher de l'argent dans les paradis fiscaux et les lois fiscales. On va trouver une manière de leur faire augmenter leurs redevances pour notre eau, notre air, nos minerais, puis de payer leurs emplois en augmentant le salaire minimum, mais pas nécessairement partout, là. On va s'entendre, là. Mais quand tu es une corporation qui fait des milliards de dividendes, hey, viens pas me faire à croire que t'es pas capable de donner 20-25$ de l'heure à tes employés pour qu'ils soient capables d'opérer. Puis moi, là, ce qui me pue au nez, là, OK? Ben oui, j'étais un gamer dans la vie. J'ai joué à plein de jeux de gestion sur Internet, man. Puis j'ai été dans les top mondiales, ben oui, dans des jeux vidéo. Mais dans un jeu vidéo, quand t'as trop d'emplois pis t'as pas assez d'employés, ben la logique est simple. Il faut que tu coupes l'offre d'emploi dans certains secteurs pour envoyer la main-d'œuvre dans un secteur qui est plus nécessaire à ton économie, le fonctionnement des biens et services primordial de ta société. Comment ça que personne n'en parle de ça? On dit, tout le monde cherche de la main-d'œuvre, tout le monde cherche de la main-d'œuvre. Ouais, mais il y a combien d'offres d'emploi par rapport à la main-d'œuvre disponible? Donc, si vous voulez être cohérent dans vos mesures économiques, commencez donc par diminuer les offres d'emploi dans les secteurs inutiles d'activité. Là, tu vas me dire, mais Jonathan, c'est qui va décider de ça? Ben, regarde, en ce moment, là, c'est qui décide de ça, tu penses? C'est justement, tout le monde est en train d'essayer de s'adapter. Mais la réalité, là, c'est que nous autres, en tant que société, on est supposé dire aux gens,
On a besoin de monde dans les écoles, c'est important, fait qu'on va vous donner 20-25% de salaire de plus qu'ailleurs, parce que ça prend des enseignants. On a besoin d'infirmières, on va vous donner 20-25% de salaire de plus, parce que ça prend des infirmières. Puis là, tu réorientes la main-d'œuvre dans les secteurs d'activité que tu as besoin en forçant temporairement des augmentations de salaire, des primes, des bonus ou toutes sortes de façons d'opérer, que ça soit d'acheter des manteaux d'hiver, des bottes, payer ton déneigement, te donner 2 piastres de l'heure de bonus si tu es là tous les jours. Il y a plein de manières de faire. OK? Seul le pauvre en imagination n'y voit qu'un problème au lieu d'une solution, d'une opportunité, d'une innovation puis d'une conceptualisation, donc d'une création. Parce que nous sommes créateurs et créatrices en tant que créatures dans cette création, n'est-ce pas? Donc nous sommes à l'image du créateur, nous sommes créatifs. Bon. Anyway, j'excuse ma montée de lait, mais c'est parce que c'est encore une autre affaire que je me dis, voyons, Jonathan, quand est-ce qu'ils vont dire les vraies affaires à la population ici? Parce que si, là, techniquement, là, la personne est déléguée pour me représenter, sa job, c'est de me donner l'information que j'ai pas le temps d'aller chercher. Fait que pourquoi qu'on vit dans une société de représentativité? Parce que monsieur, madame, tout le monde court après leur productivité pour leur paye, donc ils n'ont pas le temps d'être informés. Donc ils mandatent quelqu'un pour les informer puis gérer ce qu'ils n'ont pas le temps. Donc techniquement, le représentant, il est supposé leur donner leur juste. Sinon, c'est un crasseur. Ah, c'est vrai, Jonathan. Là, on m'a demandé de pas en parler à soir, là, parce que j'ai un meeting important, là. Mais demain, je vais faire un live de 5-10 minutes, gros max, là. Puis ce que je vais dire dans ce live-là, là, puis c'est pour ça que je vais juste dire ça, puis il va être juste 5-10 minutes. Vous allez partager ça partout, man. Puis vous allez le dire vous-même aux gens, puis je te demanderai même pas de partager ma vidéo, je vais te demander de partager l'information, puis d'aller la valider, puis de l'écrire sur un papier, puis de montrer ça au monde. Parce que c'est dégueulasse ce qui se passe au Québec. Puis il faut que ça arrête. OK? Puis là, moi, je suis rentré dans cette gang-là, là, puis je le sais comment ça marche à cette heure, parce que je suis en plein dedans, man. OK? Puis crée-moi que je les ai infiltrés solides, ces gens-là, man, qui pensaient m'infiltrer. Aujourd'hui, je connais toute la patente, man. Fait que check-moi bien, j'ai déjà commencé à en dénoncer un bout, là, mais check-moi bien finir de dénoncer ça demain ou à soir tard. Puis l'information qui va être dite, ça va vous faire comprendre bien des affaires. Fait que vous vous enlignerez après. Vous saurez ce que vous aurez à faire, j'en doute même pas. Fait qu'on va finir le reportage sur les aînés. Financiers, les aînés, comme Célia et Louise, sont parmi les premières victimes de l'inflation. À la retraite, généralement, on ne contrôle plus vraiment les revenus, les dépenses seulement. En travaillant, on peut changer d'emploi, on peut avoir un autre emploi, aller plus fort à la limite. Donc, j'ai un certain contrôle sur mes revenus. À la retraite, souvent, mes revenus vont être fixes. D'après les données de la FADOC, les individus qui reçoivent strictement la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti du fédéral touchent 19 950 $ par année. 50% des 65 ans et plus ont des revenus de moins de 27 000 $. J'aimerais rappeler que le seuil de pauvreté au Canada puis au Québec cette année, on l'avait vu dans mes capsules, j'en ai parlé, c'est environ 35-36 000 $, tout dépendant des régions où vous vivez. Là, on vient de dire que 50% des 65 ans et plus gagnent 27 000 $ par année ou moins. Fait qu'il y a un aîné sur deux en haut de 65 ans et plus qui est plus capable de manger, puis qui est drette comme la madame qu'on voyait, un peu d'eau dans son jus, puis 2 cuisses de poulet pour 4 soupers. Ouais. Puis là, imagine, ceux qui sont sur le revenu garanti, comme on disait, c'est 19 950 $ par année. Fait qu'eux autres, ils rentrent dans le 50% des 27 000 et moins, mais il y en a combien de gens qui ont même pas 20 000 par année, quand les loyers, c'est rendu 1000 $ par mois? 1000 $ par mois fois 12 mois égale 12 000 $. 12 000 $ plus 100 $ d'électricité par mois égale 13 200 $. T'en as 19 000. Tu mangeras pas gros cette année, hein? Hein? T'es mieux de pas avoir de permis, d'assurance, de plaques, d'essence,
ou un problème ou des médicaments achetés, t'es dans la sauce. T'as travaillé toute ta vie dans la société québécoise, puis voilà comment on te remercie. Puis pendant ce temps-là, là, les riches, là, les oligopoles, là, les corporations, comme je vous disais, là, hein, la corporation, son représentant qu'on n'en a rien à foutre, qui va être remplacé par un autre représentant, puis un autre représentant, puis un autre représentant. Puis pendant ce temps-là, la corporation, elle a fait quoi? Ben voilà, ce qu'elle fait, à part avec les fonds de retraite, elle endette les nations, à part avec les ressources naturelles, puis elle fait que le monde qui ont travaillé toute leur vie continue d'être leur esclave à côté. À côté. Aucune jouissance de vie, aucune dignité. Mets de l'eau dans ton jus, toi, man. T'es plus capable de travailler, c'est pas mon problème. Tu rapportes plus rien à la société, ben crève donc comme un écœurant dans mes CHSLD, déshydraté, délaissé, euthanasié, séquestré, pas soigné. Ah ouais, voyons! On n'en a rien à foutre de toi! Fait que comment ça se fait qu'on n'en parle pas dans la campagne électorale? Comment ça se fait qu'il n'y a aucun chef qui rappelle l'hécatombe dans les CHSLD, les RPA et les milieux de soins de santé? En plus de ce qu'on disait dans le milieu de l'enseignement tantôt. Puis là, on parle même pas de l'économie, là. On parle même pas de l'économie, puis on parle même pas des contrats taxites de gré à gré sans appel d'offres, des 17,4 milliards le Fitzgibbon qui nous a passé underside, puis on parle même pas du projet de loi 28 qui se sont accordés les pouvoirs de pouvoir continuer les contrats jusqu'à épuisement des stocks ou pour une durée de 5 ans. Quel contrat? Les 17,4 milliards le Fitzgibbon sans appel d'offres à cause des pouvoirs de l'état d'urgence. Ah, mais ça, Jonathan, on n'en parle pas non plus, là, que les démarrais sont en arrière de l'intelligence artificielle puis de l'identité numérique du Québec. Puis personne ne parle que c'est Google qui va stocker toutes les données du gouvernement. Puis comment ça se fait? Parce que techniquement, Duhaime, puis Nadeau-Dubois, puis Plamondon, puis tout le monde sont supposés d'être là pour nous autres. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un tabarouette qui parle de ça? Les médias, il faut de quoi? Les journaux, il faut de quoi? Fait que c'est pour ça que je vous dis, moi puis Stéphanie, on va vous en faire une belle feuille. On va faire ça avec tout notre cœur puis tout le meilleur de nous. Puis si vous en avez à rajouter, écoute, faites-vous plaisir, les amis. Mais c'est nous tous ensemble qui va aller sur leur campagne électorale, là où ils vont se faire aller les babines, là. Puis on va leur poser des questions, puis on va les exposer, ces gens-là, avec les réponses de cafouillis qu'ils vont nous donner. Parce qu'ils seront clairement pas préparés comme nous le sommes. Nous sommes préparés, nous sommes prêts. Ils vont être très surpris, ces gens-là. Donc, soyez fiers de vous et n'ayez pas peur d'aller leur poser les bonnes questions à ces soi-disant représentants. Et plus de 35% gagnent moins de 20 000 $. La FADOC demande quant à elle que soit bonifiée de 10% la prestation de la sécurité de la vieillesse pour les Canadiens de 65 à 74 ans, comme elle l'a été pour les plus de 75 ans, et souhaite ceci du provincial. Ce qu'on propose, c'est de mettre en place soit une subvention ou encore une couverture par le biais de la Régie d'assurance médicale du Québec, la RAMQ, pour assurer des soins dentaires ou encore l'achat de lunettes prescrites ou encore 2 appareils auditifs. Vous savez que ce sont des dépenses bien importantes que bien des aînés ne peuvent pas se payer. C'est pas juste des aînés qui peuvent pas se payer des soins dentaires puis des soins auditifs puis tout ça. Puis ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris comment ça la RAMQ couvrait pas ça. Parce que je me semble que ça fait partie de ta santé, tes oreilles pis tes dents. Puis il me semble que si tes dents pourries pis t'entends rien pis tu vois rien, t'as des problèmes, là. T'as besoin de lunettes, t'as besoin d'entendre, t'as besoin d'être capable de bien manger pis pas tomber malade. Quoique c'est vrai qu'on le sait, que certains aiment bien ça quand tu tombes malade parce que t'as pas d'argent, parce que tu meurs plus vite, ou tu leur rapportes de l'argent d'une autre manière par ton gouvernement qui paye tes traitements des maladies que tu développes puisque t'es trop pauvre et que t'as une mauvaise nutrition. Ben ouais, c'est un secret, dis-le pas. Mais d'ici à ce que de telles demandes soient entendues, Célia souhaite que ses conditions de vie et celles des autres aînés soient radicalement améliorées puisqu'elle n'a plus d'alternative.
Quoi couper de plus, je ne sais pas. Ici Aimé Lemieux, Radio-Canada, Montréal. Elle dit, la femme a dit quoi couper de plus, je ne sais plus. Cuillère de soupe de... Elle sait même plus quoi couper, la madame. Elle est à la fin de sa vie, elle a toute une vie d'expérience, de débrouillardise. Elle dit, je sais plus où couper la ceinture, là. Elle dit, là, je suis rendu avec de l'eau dans mon jus, je mange une cuisse de poulet pour 2 soupers. Elle sait plus, là. Aidez-moi quelqu'un, là. Ben oui, on va vous aider, madame. Nous, les corporationnistes, avec notre système de pharmaceutique, on va vous accueillir dans un de nos milieux de vie privés, puis on va vous donner les médicaments, vous gaver jusqu'à la fin de votre vie, ne soyez pas inquiètes. On va vous foutre dans une chambre, puis on va vous laisser là jusqu'à votre mort en vous gavant de nutrition tellement incroyable, des patates en poudre et autres. On va vous donner un bain par semaine, puis on va vous gaver de pelules. Oui, pour vous remercier d'avoir contribué à notre société pendant autant d'années. Merci, là. Bon retrait de service. Plus capable de ces gens-là. Il me reste 15 minutes. Fait que j'aurai pas le temps de tout passer mes sujets. Mais c'est pas plus grave que ça. Parce que là, on en enligne un autre qui est encore justement ce qui se passe dans les fameux CHSLD. Encore une vidéo. Celui-là, il date d'il y a 5 jours, 24 août. Vous savez, je suis extrêmement occupé, là, donc je fais mon possible, mais je veux continuer d'informer le monde. Donc là, je me sépare en 3. Un Joe privé, un Joe du parti, puis un Joe humain militant information. Je suis rendu le tiers du tiers du tiers. C'est ça, hein? Ben, c'est ça qu'ils disent, la matière, hein? L'en matière, la matière. Reste tranquille, Jonathan. Fait qu'on y va. Écrite d'une employée de CHSLD relate des éléments inquiétants qui seraient survenus dans un établissement de la Rive-Sud de Québec. On peut y lire ceci. Dû au manque de personnel, j'étais seule avec 25 clients pendant plusieurs minutes. Plusieurs clients n'ont pas reçu les soins de base. J'ai dû laisser des clients dans leur urine plusieurs heures. Aucun bain donné depuis plusieurs jours. Nous avons manqué de temps pour les alimenter. Mentionnant ne pas avoir suffisamment d'éléments pour enquêter ce dossier précis, le CIS de Chaudière-Appalaches a tout de même confirmé la problématique du manque d'effectifs et mis en lumière les mesures mises en place dans les CHSLD de la région. C'est un plan de contingence, c'est un plan qu'on utilise qui est élaboré avec la collaboration des services professionnels au niveau des soins infirmiers qui nous accompagnent pour évaluer quel est le requis minimal au niveau des ressources humaines qu'on a besoin sur chacun des cadres de travail pour s'assurer d'avoir un ratio là, qui est sécuritaire pour nos résidents. Malgré ces plans de contingence, la directrice a confirmé qu'il pouvait parfois y avoir des retards de quelques heures dans l'application des plans de travail. Selon le syndicat, la situation est critique et les employés sont à bout de souffle. On en a des appels pratiquement chaque jour de gens. On en a qui pleurent, qui nous appellent dans nos bureaux. Ils ont besoin d'aide. Les gens, l'épuisement, là, elle est totalement au bout. Les gens n'en peuvent plus. Bien d'accord, pour Richard Garon, candidat libéral dans Lévis, la CAQ aurait dû agir pour pallier le manque d'effectifs pendant son règne. Ils ont été laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas été respectés, ni appuyés, ni encouragés par la CAQ, qui passent leur temps à faire des annonces de ressources comme construire des bâtisses au lieu d'entretenir et de mettre des ressources dans le soin de nos aînés. À quelques jours du déclenchement des élections, il y a fort à parier qu'on entendra beaucoup parler du réseau de la santé dans les prochaines semaines. Évidemment, les propositions ont déjà commencé à être annoncées. Les intervenants rencontrés aujourd'hui doutent quand même qu'il y ait des résultats pour régler la situation. Zoé Gouture. Mais vous en faire un résultat pour régler la situation, moi. Ma mère est préposée aux bénéficiaires. Elle a déjà travaillé dans le privé. 13 piastres de l'heure. 13 piastres de l'heure. Dans le public, 21, 22 piastres de l'heure. Un caissier à SAQ, il rentre, il gagne 21 piastres de l'heure. Il est là le problème du manque de main-d'œuvre. Le salaire par rapport à la responsabilité, l'étude et la charge de travail, qui est un non-sens. Puis les infirmières du Bas-Saint-Laurent, ils gagnent 20 et 25 en commençant. Ils gagnent moins que le caissier de la Société des alcools du Québec qui te vend ta bouteille d'alcool. Ça en dit long, là. Fait, vous voulez régler le problème? Regarde, l'Union nationale, il y a une solution aussi.
Ça s'appelle augmenter les salaires de base et l'échelonnage des salaires. On est capable de trouver des enveloppes pour les sociétés mondialistes. On est capable de trouver des millions et des milliards pour les médecins. Bon, on est capable d'en trouver pour les préposés. On est capable d'en trouver pour les infirmières. Puis on est capable d'augmenter les salaires, comme je disais, de 20 à 25% pour faire en sorte que la main-d'œuvre aille là où c'est le plus attrayant. Donc, une bonne paye, d'être mieux rémunéré que qu'est-ce que ça coûte ailleurs, égale plus de candidats. Voilà comment tu fais ça. Ensuite de ça, tu fais comment pour garder la loyauté des gens? Une bonne paye qui suit le coût de la vie. L'inflation est 4% cette année, tu lui donnes 5% d'augmentation, c'est tout. C'est tout. Jonathan, tu peux pas régler l'économie comme ça, t'es un malade, ça tiendra pas. Ah ouais. Va voir les enveloppes qu'on donne aux fucking corporations par année. Check les milliards qu'on donne dans le budget de la santé, dans Big Pharma pis les pelules. Je te garantis qu'on est capable de faire bien mieux que ça, nous autres. Juste en ayant nos propres génériques, tu vas couper, man, la facture du soin de santé de 20-25% au Québec en partant, man. Fait que pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de manufacture de médicaments ici? Puis pourquoi tu penses qu'on n'est pas autosuffisant dans l'alimentation pour créer des déficits commerciaux? Parce que c'est comme ça qu'on se fait voler notre argent. Le gouvernement du Canada, exemple, là, la dernière fois que j'avais checké, il y a 1 an et demi, là, il y avait un déficit commercial d'au-dessus de 300 milliards de dollars par année. Comment tu veux vivre dans une société qui n'est pas endettée quand tu as 300 milliards de pertes négatives par année en partant juste pour faire importer des fruits et légumes puis du pétrole, des affaires à même, qui est des biens services, des nécessaires. C'est même pas du luxe, là. C'est même pas tu fais venir quelque chose là qu'on n'a pas vraiment besoin qui est inutile, là. Non, c'est juste 300 milliards de déficit de balance commerciale pour nous nourrir, là, puis avoir nos matières premières parce que les mondialistes qu'on subventionne puis qu'on laisse voler notre territoire puis notre argent, on les laisse extraire notre argent. Comment? Je l'ai déjà expliqué. Quand tu prends l'argent ici, là, Bombardier, exemple, là, je lance un nom de même. Bombardier fait de l'argent ici, puis il est au Mexique, exemple, le siège social, ou aux Bahamas. C'est juste des exemples que je donne, là. C'est pas factuel, là. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Bombardier vend les affaires ici, il paye les impôts aux Bahamas. Il n'a rien donné, ça. Voilà, il a extrait notre argent. Fait que qu'est-ce qui arrive après 5, 6, 8, 10 ans de même de se faire extraire par Suncor, Valero, Bombardier, puis toutes les corporations de même? Pow! Ah ben là, on manque de liquidité, faut faire la planche à billets, on se réendette, ce qui dévalorise notre dollar, qui donne encore plus de pouvoir à ceux qui nous prêtent l'argent, de dire, bon ben là, tu vas me donner ta forêt, tu vas me donner ta mine, tu vas me donner accès à ton port, tu vas me laisser avoir un permis pour les normes de pollution. Tu vas me laisser ouvrir un pipeline ici. Tu vas me laisser construire une base militaire là-bas, comme la Chine fait et les États-Unis font dans d'autres pays depuis des décennies. C'est comme ça qu'ils opèrent ces gens-là. Fait que comment est-ce qu'on va aller la chercher, l'argent? Ben c'est simple. On va faire comme dans le temps. On va renationaliser des sociétés d'État. Puis celui qui vient me dire, « Ah, Jonathan, voyons, le gouvernement, il n'est pas capable de gérer comme dans le privé. » Hey, c'est le même gars qui est allé à la même université, qui suivait la même formation. Allume, là. Si ça marche pas dans le public, c'est parce que c'est le privé qui vient infiltrer le public pour s'enrichir, puis nous endetter, puis se donner les territoires qui sont la vraie valeur. C'est ça qui se passe, là. Parce qu'un gars qui va à l'université suivre un cours de gestion, il suit le même cours que le gars qui est allé dans le privé que dans le public. Puis celui qui travaille au gouvernement, il finit où le 3/4 du temps? Dans le privé après. Fait que s'il était si mauvais que ça, comment ça que les compagnies privées le réengagent? Exemple, le maire là, de Montréal, Coderre, là, qui est obligé d'avouer aux dernières élections municipales combien de compagnies le payaient, là. Ouais. Fait que lui, il était tellement incompétent en mairie qu'il est rendu engagé par je sais pas combien de compagnies qui donnent je sais pas combien de milliers de dollars par année. Ben, c'est comme ça que ça marche. Fait qu'en réalité, le maire Coderre, il est extrêmement compétent. C'est juste qu'il était compétent pour ces gens-là et non pour nous. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on comprend rien de la situation. On n'a pas le temps. On est toujours hypnotisé par ces hommes à cravate-là qui parlent jamais de la vérité. Puis qui tourne toujours sur les enjeux généraux de manière généralisée
pour jamais se mettre personne à dos, puis essayer toujours de maximiser le gain de l'image et de la prétention. Comment est-ce qu'on fait pour avancer dans une société où que personne dit la vérité? On fait comment pour avancer sans la vérité, sans les données, pour faire un choix éclairé? Comment qu'on fait? Là, on appelle ça être guidé par des aveugles, hein? Être un aveugle qui est guidé par un aveugle, les deux sacent le camp en bas de la montagne en même temps, là. C'est ça qui se passe, là, pour reprendre ce que Jean-Charles Cléroux avait dit en parlant de nous autres. C'est eux autres qui ont l'ordre des aveugles guidés par un aveugle, puis c'est eux autres qui ont l'ordre de s'en aller dans le trou en calvaire, là. Fait que nous autres, faut qu'on se dépêche de construire une clôture, hein. On n'a pas le temps de niaiser. On n'a même pas le temps de leur dire qu'ils s'en vont sur le bord de la falaise, là. Il faut qu'on se mobilise, nous tous ensemble, puis qu'on fasse cette fameuse clôture-là sur le bord de la falaise. Parce que sinon, ils vont tous sacrer le camp, ils comprennent même pas où ils s'en vont. Pourtant, là, c'est évident, là, la science le dit, le GIEC le dit, tous les pays le disent, les scientifiques le disent, la biodiversité, elle s'en va foul-ball. Celui qui a oublié d'où qu'il vient, ça ne dérange pas qu'il n'y ait plus d'abeilles, ça ne dérange pas qu'il n'y ait plus d'arbres et de poissons, mais c'est parce que à l'eau, tu vas manger quoi? Tu vas respirer comment? Tu vas boire quelle eau? Tu vas avoir quels fruits? Les abeilles ont été déclarées les êtres les plus importants sur Terre. Pas toi, puis moi, les abeilles. Les abeilles. Fait que quand que tu me fais croire à moi que nous autres, on est l'être suprême de cette Terre, wow! Les abeilles sont catégorisées bien au-delà dans l'importance que l'humain. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus d'abeilles, tu perds 20 à 30%, jusqu'à peut-être même 40% de la bouffe qu'il y a sur la planète, t'en as plus. T'en as plus! C'est pas toi l'humain qui a fait la bouffe, c'est les insectes, les végétaux, puis les champignons, puis les sols, puis tout ça qui travaillent ensemble de concert. Est-ce qu'on est capable de reconnaître ensemble qu'à un moment donné, il faut les arrêter, ces gens-là? Fait qu'il me reste 5 minutes. Fait que je vais y aller d'un dernier... En fait, j'ai presque fini, dans le fond, je suis capable de clencher ça. Je clenche ça en 10 minutes, les amis, j'ai pratiquement presque fini. On va y arriver finalement. 10 minutes, Guy. 10 minutes. Go! Moi, je viens pas d'ici, pas de Grenville, je suis de l'extérieur. Pierre Labbé a élu domicile au parc Saint-Antoine de Padoue au début de l'été. Selon lui, ils sont près d'une dizaine à camper à cet endroit. Les raisons pourquoi les gens sont ici, c'est qu'ils ont pas assez d'argent pour se faire un appartement, selon leur budget. Les gens ont peur. Pour Donald de la Charité, propriétaire d'un commerce et d'une résidence dans le secteur, la présence des personnes en situation d'itinérance est loin d'être désirée. Fait que là, les gens en itinérance est loin d'être désirés dans le quartier, mais l'autre, il venait juste de dire que les loyers sont trop chers puis que c'est pour ça qu'il y a des itinérants dans le quartier. Là, on se rappellera que le marché immobilier a monté de 20 à 30%, puis là, les gens perdent leur maison à peu près 20 à 25%, puis là, ils disent que le marché va redescendre de 20 à 25%, mais les loyers, eux, ils redescendront pas. Les loyers, eux, ils redescendront pas. Fait que monsieur, madame, tout le monde, eux autres, là, qui vont payer 20, 25, 30% trop cher le loyer, puis qui se ramassent dans la rue, on en fait quoi de ces gens-là? Y a-tu quelqu'un qui en parle dans la campagne électorale? Du 25% des familles qui ont perdu leur maison? Y a-tu quelqu'un qui en parle de la crise d'itinérance? Y a-tu quelqu'un qui parle que les organismes ont plus de pain, ils ont plus d'œufs, ils ont plus de lait, que les demandes ont triplé? Y a-tu quelqu'un qui en parle? Ou c'est juste des représentants des riches encore, ces gens-là? Parce que moi, j'ai hâte d'avoir des chefs de parti puis des candidats ailleurs au Québec, dans d'autres partis, qui parlent de ces enjeux-là puis qui disent la vérité. Parce que c'est de ça qu'ils sont supposés parler. Puis c'est des solutions à ça qu'ils sont supposés donner. Parce que quelqu'un qui fait 400 000 par année, là, il a pas besoin de toi dans la vie, là. Mais lui qui est dans la rue, puis qui est plus capable de se loger, puis qui est pas capable de se guérir les dents, puis qui est pas capable de se guérir les oreilles, puis qui est pas capable de whatsoever, lui, il a besoin de notre aide. Pas les pélados, les sirois, les démarrais, les astis de Fondrion de Glencore, là. Non, non, non. Monsieur, madame, tout le monde, l'étudiant, le retraité, comme on disait tantôt. Fait que quand est-ce qu'ils vont en parler de ces gens-là qui sont le peuple québécois? J'ai bien hâte de les entendre parler des vrais enjeux de la société et non de leur
économie de leur ami, plus capable de leur asti d'argent tout le temps, moi, puis de leur illusion, puis de leur prétention, qui viennent sur le terrain, puis qui fassent la job, puis qui aillent les voir, ces gens-là, comme je fais depuis 2-3 ans déjà, puis qui viennent leur expliquer en pleine face à quel point ils en ont rien à foutre d'eux. Hey, un moment donné. Ça, c'est comme le fameux Samuel Grenier qui vendait des tasses pour Unis pour les sans-abri, que je l'ai vu là une fois dans ma Christie de vie, là. Me demande bien, t'as versé combien, Grenier, pis tes tasses là-bas? Hein, oui, on s'en foutu. Hein, on va le rappeler, un lion se retourne pas pour un chien qui aboie, man. Le citoyen de Granby s'est récemment rendu au conseil municipal espérant des actions de la part de la ville. Bon, ce qui me préoccupe, c'est qu'on a beaucoup de résidences de gens âgés qui se promènent, qui aiment ça s'asseoir ici au parc. Et là, présentement, il est occupé au complet pratiquement. Fait que là, lui, ce qui le préoccupe, là, dans son individualité égocentrique de manger de chou-fleur, là, c'est pas les familles qui sont dans la rue, là. C'est pas les êtres humains qui sont dans le besoin, là. Non, non, non. C'est ses petits amis qui peuvent plus aller dans le parc parce qu'il est occupé. Et là, ça perturbe sa vie. Wow! C'est drette le genre de Mark Jones. Ça, c'est un Mark Jones. Voilà contre quoi que nous essayons de construire cette clôture pour les empêcher de tomber en bas de cette falaise. Clairement aveugle, cet homme. Il est là dans son égocentrisme et son individualisme. « Ah, mais là, on peut plus aller dans le parc! » Au lieu de voir les êtres humains qui ont besoin d'aide et de secours et qui sont en péril et que l'hiver approche. Ces gens-là, ils ont besoin d'aide. L'hiver approche. Ils sont dans la rue. C'est des familles. L'autre, il a dit qu'il était là parce que le prix des loyers était trop élevé. Ils étaient plus capables de se loger. Puis la seule inquiétude de ce monsieur-là, c'est pas l'être humain, là. Non. C'est son petit banc de parc qui est occupé. Un vrai Mark Jones. Un vrai de vrai Mark Jones. Un vrai de vrai Mike Deschaines. Vous les voyez commenter, là, sur mon mur? Ben, c'est des comme lui, ça. C'est des comme lui, ça. Une solution de laisser la chose la même. Les gens perdent toute leur été. Somme toute, ça s'est bien passé. Pendant l'été, la ville a décidé de tolérer le campement sur son territoire en expliquant vouloir réévaluer la situation en septembre. Avec l'aide notamment du service de police et des travailleurs de rue, la mairesse affirme que le lieu est tout de même encadré. L'objectif, c'est de dire, est-ce que en démantelant toujours les campements, parce qu'on avait déjà fait un peu en ville avant le mois de juin, donc les gens, est-ce que ça les rend plus instables que si on les laisse toujours à un même endroit et on leur offre les services directement à un même endroit? Fait que là, elle là, est en train de nous faire croire à nous autres que depuis qu'il y a de l'itinérant dans toutes les villes du Québec, ouais, il fallait qu'ils checkent là jusqu'en septembre, voir si de défoncer toutes les tentes comme ils ont fait à Notre-Dame puis auparavant à d'autres places que j'ai vues de mes fucking yeux. OK? Puis c'est quoi qui faisait ce monde-là? Des policiers pis des pompiers qui sont là pour porter aide et secours à ceux qui ont besoin. Ils étaient là, ben parce qu'ils sont policiers et pompiers sur certaines conditions. Ben oui, les conditions duquel? Conférées par le maire de la ville qui représente Sa Majesté, donc le code criminel et tout ça, là, ouais, la loi suprême du Canada. Fait que c'est qui ordonne aux policiers qui sont obligés parce qu'ils sont policiers sur certaines conditions? Ceux de la mairesse ou du maire de la ville. Ils ont pris les tentes, ils ont pris le chauffage, les génératrices, le linge, la nourriture, les tables, tout ce qu'il y avait. Ils ont sacré ça dans les containers puis dans les poubelles. Puis là, les autres sont en train de nous dire « Ah ben là, on a besoin de savoir si de faire ça, ça aide les gens ou ça leur nuit. Parce que peut-être qu'on serait mieux de leur donner tous les services en les gardant au même endroit. » Hey! Wow! Félicitations, t'as 2 neurones qui se sont connectés. Mais moi, je me demandais, là, comment ça t'as besoin d'attendre en septembre?
un call à Valcartier ou à la base militaire du coin, puis leur dire, hey, regarde, là, on a besoin de vous autres sites, là. Le gouvernement fédéral, moi je suis le maire, je représente Sa Majesté. Je demande au gouvernement fédéral si l'armée canadienne peut venir me déployer des installations temporaires ou si on peut mobiliser des containers pour les adapter ou faire des maisons mobiles ou prendre des maisons de construction pour cet hiver vu qu'il y a moins de chantiers que l'été, puis de mettre les gens dedans à quelque part où qu'on pourrait les aider, les réorienter et peu importe. Ah! Jonathan! Ben voyons donc qu'un être humain fonctionnaire de l'élite penserait comme ça. Sérieusement, il est vraiment temps que ces gens-là, ils se fassent ramener à l'ordre par un Jonathan, là. Il est temps qu'il y ait un Jonathan Blanchette qui rentre dans cette place-là. Pour les vraies affaires, il bouge, là. C'est quoi le pouvoir du peuple? C'est de brosser de la marde. Mais moi, j'aime ça, de la marde. Je l'ai dit. Sur 35 ans de ma vie, j'ai connu que le conflit, man. Je suis venu dans une famille dysfonctionnelle. J'ai été un outil de guerre avec mes parents. J'ai été la convoitise et la jalousie de mes frères. Je n'ai que vécu la confrontation, le conflit, la rébellion et la résistance 35 ans de ma vie. C'est facile de me faire passer pour un imbécile et un esti enragé. Parce que cette année, quand je vais avoir 36 ans, pour la première fois, ça va être ma 36e année, 3, 6 égale 9, 9 est la fin, la suite de Fibonacci, le renouveau. Mais ça a 36 ans pour la première fois de ma vie que je vais vraiment vivre en étant conscient que je veux vivre autre chose que ce que je me suis fait vivre depuis 35 ans, qui était tout cet apprentissage à travers ce conflit, cette résistance de moi-même, de mes forces de caractère et autres, que j'en ai découlé, pour réaliser qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de vivre dans le conflit, la confrontation. J'ai les solutions, j'ai l'idée, j'ai la force de caractère, j'ai la capacité de les incarner, de les mettre en action à travers nous tous ensemble, parce qu'en plus, je le fais du cœur, par le cœur, pour le cœur. Donc, il n'y a rien de meilleur, n'est-ce pas? Puis ces gens-là, ils le savent. Ils peuvent rien y faire. Parce qu'il n'y en a même pas un qui pourra venir débattre avec moi. Ça fait déjà 3 ans qu'il n'y en a aucun qui a osé venir débattre avec moi d'une manière rigoureuse et honnête, autre que mal intentionné et de nous prendre des crétins. Fait qu'à un moment donné, tout homme qui se respecte, il dit « Hey, ça suffit. Tu veux que je passe pour un fou? Ben moi, avoir l'air d'un fou, parce que moi, je suis un fou, puis je le sais que je suis fou, puis c'est pour ça que je suis prêt à continuer d'essayer et de changer ce monde. Parce qu'il n'y a rien qu'un fou qui le change, le monde, n'est-ce pas? » Fait qu'on finit cet audio-là, puis je décolle. Avec le temps qui s'affraîchit de plus en plus, la Ville n'a pas encore déterminé le sort du campement. Un comité sur l'itinérance se penchera sur la question dans les prochaines semaines. On voudrait que ces personnes-là puissent vivre dignement, qu'ils arrivent à développer une autonomie pour leur propre prise en charge, puis qu'il y ait les conditions en fait nécessaires pour pouvoir avoir un bien-être pour eux, mais aussi pour la communauté. Je vais pas faire d'annonce tout de suite, là. Je sais que, bon, il y a des choses qui sont en train d'être discutées avec le CIUS et tout ça, certains groupes communautaires. Donc, ce que je peux dire, c'est que ça va dans le bon sens. Ici Thomas Fortier, Radio-Canada, à Grenby. Donc, c'est ce qui fait le tour. Il me restait quelques... Macron, il est en train de se faire brosser dans cette vidéo-là. Attends, m'enregistrer ça. Faut que je check ça sur la route. Je l'avais pas vu, moi. Fait que rapidement, vite, en finissant, là, j'avais l'article ici, la technologie à la rescousse des restaurateurs. Là, on apprend qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour communiquer avec les gens. Ici, ça, c'est un chose sur la géo-ingénierie de Radio-Canada. Il y en a-tu du monde qui écrit ça, pas de bon sens? Que je voulais vous faire jouer, mais je vais le faire jouer un autre tantôt. Puis là, j'avais toutes les affaires là, justement sur la géo-ingénierie, puis qu'est-ce qui se passe en Chine. Là, il va falloir que je clique pendant une demi-heure. Là, ça aussi, c'est une autre vidéo de ce qui se passe en Chine. Puis j'avais le site de la géo-ingénierie qu'on a fait publier par le ministère. Ben oui, nous autres, encore une fois, qui a réussi à forcer le ministère à donner une information qu'ils ne veulent pas dans les mains de la population. Donc, merci à votre travail. La loi du gouvernement canadien sur les essais de climatiques qui nous parle clairement que toute action visant à changer par des moyens physiques ou chimiques la composition ou la dynamique de l'atmosphère afin d'augmenter, de réduire ou de redistribuer les précipitations, etc.,
Donc, clairement, ça existe. On n'est pas complotistes. Et ici, notre ami Legault, qui parle encore aux femmes comme un misogyne, que j'avais gardé pour la fin. Donc, on repartira à partir d'ici demain. Oui, notre technologie. Puis pour ça, ben, je m'en vais à mon meeting, puis je vous dis merci. Donc, ça se peut, j'ajoute les liens juste un peu plus tard, là, parce que là, il faut que je parte. Mais les liens vont être là. Demain matin, venez sur mon mur, tous les liens vont être là, parce que là, j'ai pas le temps, il faut vraiment que je parte. Puis je vous remercie encore une fois. Puis, comme je vous dis, merci de vous impliquer. Puis si vous voulez partager, vous pouvez partager la vidéo, mais partagez surtout nos idéaux, parce que c'est comme ça qu'on fait un changement de paradigme. Donc, merci encore une fois. 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Ben oui, toi. C'est pour ça que je suis rendu là, pour te représenter dans ce système de représentativité par délégation qui est un non-sens. Donc, allons dans ce système, représentons-nous et dénonçons une bonne fois pour toutes ces abus de loi, de législation, de corruption et d'abus de leurs petits mignons. Salut!